Bonjour à toutes et à tous. On est très heureux de vous avoir aujourd'hui pour cette journée de restitution ARPA Cum Sex. Le timing va être très très serré, donc on va aller très vite. Donc ne lisez pas les brochures, vous pouvez partir avec, on ne les sont pas consignées, on ne les reprendra pas à la fin, même si Jonathan a des problèmes de budget, mais on va quand même vous les laisser. Et on va appeler pour commencer. On a trouvé que vraiment le plus beau symbole pour commencer une journée dédiée aux sexualités des gays sous produits et pour parler de cum sex, on allait ouvrir cette journée avec le discours de deux femmes. Et donc on a le plaisir d'accueillir Catherine et Camille, nos deux présidentes respectives de la Fédé Addiction et de AIDE. J'ai toujours rêvé de voir Camille devant le drapeau tricolore. Et mais bon, le ton est donné, c'est bien. On le fait comme ça. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, effectivement, nous sommes très heureuses, nous aussi, de vous voir aussi nombreux, puis ça va continuer de se remplir pour cette journée de restitution qui va nous permettre, effectivement, d'en savoir un peu plus et d'en partager surtout un peu plus sur le phénomène du chemsex. On sait tous qu'il a été porté à la connaissance du grand public principalement par la voie médiatique, par celle du scandale, des drames et des affaires judiciaires. Justement parce que le chemsex enfreint plusieurs tabous moraux. La pratique du sexe à plusieurs, l'homosexualité, celle des hommes cis ou personnes trans, la prise de drogue parfois injectée. Alors, quand on parle de chemsex, chemsex, c'est la concaténation de chemical sexual. Donc, c'est pas chumsex, mais chemsex, effectivement. Et donc, ça, c'est du sexe avec recours systématique de produits psychoactifs. Mais quand on parle de chemsex, on parle de marathons sexuels organisés via des applications de rencontres numériques, pratiquées par des gays et des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, sous l'effet de produits psychoactifs, souvent de la catégorie des cathinones, des produits qui sont empathogènes, qui sont désinhibants, qui augmentent, décuplent la sensation de plaisir, qui également permettent l'endurance physique et régulièrement associés au GHB ou GBL. Donc le chemsex, c'est une expérience totale, ni simple usage de produits psychoactifs en contexte sexuel, ni simple épisode sexuel avec plusieurs partenaires. Et comme tout phénomène complexe, il est important pour les acteurs de la santé et de l'accompagnement que nous sommes d'en comprendre les motivations, les déclencheurs, les déterminants sociaux et de santé. Car, comme tout phénomène complexe, celui-ci relève d'une approche pluridisciplinaire des acteurs communautaires et des professionnels des champs de l'addictologie pour prévenir, réduire les risques et proposer des soins adaptés, et une mobilisation de plusieurs secteurs, la santé mentale, somatique et infectieuse. Donc, ce constat, on l'a mené il y a plusieurs années. On a travaillé ensemble en partenariat AIDE et la Fédération Addiction, avec un double objectif. Associer nos compétences en matière d'accompagnement global en addictologie, en termes de mobilisation des savoirs expérientiels et de santé communautaire. Et le deuxième objectif, c'est de rendre visible l'offre de prévention, de réduction des risques et de soins pour réellement faciliter l'accès le plus rapidement et le plus simplement possible justement à cette offre. Et cet objectif-là, ce deuxième, il est vraiment primordial au vu des publics qui sont concernés. C'est-à-dire c'est une population qui est stigmatisée. Stigmatisée, ça veut donc dire reléguée aux marges. Alors les marges, c'est les lieux de tous les possibles, mais aussi de tous les risques. Et notamment, on en parlait, des risques judiciaires. Et avec Catherine, nous comprenons d'autant mieux cet enjeu, ces enjeux, parce que le chemsex est présent dans nos vies au-delà de l'importance que ce sujet a dans nos deux associations. À titre personnel, c'est par le vécu de mes amis chemsexeurs que j'ai réellement commencé à m'intéresser au chemsex, que j'ai commencé à parler de prise, de distorsion du temps, c'est quand demain, c'est quand hier, de prod bien sûr, que j'ai découvert aussi tout le lien social qui était tissé à travers le chemsex, que j'ai commencé à identifier les prémices de J.O. en soirée, je me suis mis aussi à utiliser des boucles WhatsApp pour
essayer d'avoir des nouvelles d'amis qui n'en donnaient plus depuis plusieurs jours. Donc c'est pour tout ça aussi que nous sommes engagés sur ce sujet et dans ce projet. Et donc ce projet ARPA Chemsex pour accompagnement en réseau pluridisciplinaire amélioré, Chemsex, à l'origine de cette journée nationale, il contient les actions des sites pilotes que nous allons entendre au cours de cette journée tout à l'heure, qui ont développé des offres pluridisciplinaires à destination de ce public spécifique. Des actions inspirantes en matière d'aller vers, en matière de repérage, en matière des préventions et des réductions des risques sexuels et liés à l'usage de substances psychoactives. Mais ce travail, il apporte aussi des éclairages sur les effets de la stigmatisation, de l'homophobie, de la honte, autant de caractéristiques subies pouvant jouer un rôle de déclencheur, mais aussi d'installation du comportement et de son intensification, et ce, justement malgré les risques et les dommages que peuvent entraîner des consommations délétères et non contrôlées. Un mécanisme bien connu où la culpabilisation, la mésestime de soi et la pénalisation ne permettent plus d'entrevoir l'alternative qui permettrait une reprise de contrôle. Alors évidemment, on pourra nous rappeler, et on le sait, qu'il existe des chemsexeurs heureux, mais notre travail traite le sujet sous l'angle des vulnérabilités, avec l'ambition de contribuer à prévenir les risques et améliorer la santé globale et la qualité de vie des personnes concernées. Cette journée, elle a donc vocation à éclairer une problématique qui relève de la santé publique, à renforcer la montée en compétence de nos dispositifs respectifs et à enrichir nos partenariats. On associe bien sûr à ce mouvement les médecins généralistes, les acteurs de prévention et de soins, tant sur le champ de la santé sexuelle que sur le champ des conduites addictives, et puis toutes les associations communautaires LGBTQIA+, qui sont aussi très importantes. Nous associons aussi, par là même, les responsables politiques qui doivent aujourd'hui, au nom de la santé publique, s'engager et engager sereinement une réflexion sur la politique des drogues, sur un changement de la politique des drogues et sur la pénalisation des consommateurs, consommatrices. La loi de 70 est un échec. Tous les indicateurs le montrent. Aide et la Fédération Addiction se tiennent bien sûr à la disposition des décideurs pour porter d'autres propositions pour une autre politique des drogues. On tient à remercier les financeurs, la Caisse nationale d'assurance maladie, la Direction générale de la santé, la Mildeca, de nous avoir permis de conduire ce travail dans le cadre du Fonds de lutte contre les addictions. Merci aussi à tous les professionnels, tous les experts, tous les pairs, toutes les personnes concernées et tous les contributeurs de leur apport extrêmement précieux. Alors merci aussi aux membres de la Fédération Addiction et de Aide, et je les cite, Jonathan Reynaud, Marine Gobert qui n'a pas pu être là aujourd'hui, Fred Bladou, Joseph Situ et David Michel. Au site pilote inclus, je les cite aussi, à Paris avec le Spot Beaumarchais et le Checkpoint en lien avec le XAPA Monceau du groupe SOS Solidarité, à Bordeaux avec le lieu de mobilisation de Aide et le CEID Addiction, à Aix-Marseille avec le Spot Longchamp et le XAPA La Villa Floréal du centre hospitalier Montperrin en lien avec l'hôpital européen de Marseille, à Lyon avec le lieu de mobilisation de Aide et le CARUD Pose Diabolo de l'association LEMA, à Lille avec le lieu de mobilisation de Aide, à Montpellier avec le Spot de Aide et le CARUD Access du groupe SOS Solidarité et aux membres du COPIL du projet. Merci aux élus qui nous soutiennent. Je les cite aussi, Anne Souris, que j'ai vu apparaître là, Jean-Luc Romero-Michel et Brigitte Liseau, qui sont présents à cette journée. Merci à vous de vous être déplacés, à tous les professionnels, toutes les professionnelles ayant contribué au guide Aller vers les chemsexeurs, à ceux qui ont participé à l'organisation de cette journée et au projet ARPA Chemsex de manière générale. Merci Camille pour cette belle coopération. Merci Catherine pour cette belle coopération. Nous vous souhaitons à toutes et tous une très belle journée et on espère que cette expérimentation vous inspirera dans vos territoires. Merci. Mais partez pas, cher président, parce que pour vous faire plaisir, on a un invité surprise, c'est Rotaillot, pour commencer à parler de la réforme de la politique des drogues. Vous êtes contente? Il arrive, il est en chemin.
On l'a invité exprès. C'est un guest. Un ami personnel de Jonathan. Voilà. Je ne vous dirai pas comment je l'ai rencontré par ailleurs, mais... Mais continuons plus sérieusement cette journée. Et on voulait commencer pour expliquer ce qu'était le chemsex par des données scientifiques et prouvées. Et donc, on accueille Perrine Roux, qui est directrice de recherche en santé publique à l'INSERM et au CESTIM, et qui va nous expliquer au mieux, et j'en ai aucun doute, ce qu'est le chemsex, les profils des personnes, les modes de consommation, etc. Je voulais d'abord remercier, super, merci. Remercier donc la Fédération Addiction et Aide pour cette invitation. Je suis honorée de figurer en introduction de cette belle journée sur le projet ARPA Chemsex. Donc, comme Jonathan a présenté, donc je suis au CESTIM, dans lequel je dirige l'équipe Santercom, ayant succédé à Bruno Spire, que vous connaissez probablement. Et donc, dans ce contexte-là, Fred et Jonathan m'ont également invité à écrire une partie de cette brochure. Moi, je n'ai pas participé directement au projet ARPA Chemsex. Je suis sûre que ce projet va diffuser sur le territoire et va avoir des effets collatéraux tout à fait positifs, notamment en termes de pratiques coopératives autour du chemsex. Et voilà, enfin moi, je n'ai pas travaillé directement dessus, mais je sais que ça a inspiré beaucoup d'actions déjà pour la ville de Marseille. Donc voilà, c'est un bénéfice essentiellement pour les usagers. Dans cette présentation-là, je vais vous partager quelques données épidémiologiques. J'aurais dû faire cette présentation avec Annie Velter, mais elle n'a pas pu être présente aujourd'hui. Et donc, j'ai essayé de mettre à jour ces données et puis de plutôt vous raconter un peu la situation française, qui probablement va plus vous intéresser que la situation internationale, même si ça aurait été intéressant. Mais voilà, l'idée étant de comprendre un peu ce qui est le chemsex aujourd'hui en France. Donc voilà, je l'ai intitulé « Données épidémiologiques sur le chemsex, de la construction d'une catégorie à la description d'une pratique », parce qu'en épidémiologie, il faut construire des catégories pour pouvoir quantifier les phénomènes. Donc, comme le chemsex, qu'est-ce que c'est? Donc, comme Camille et Catherine l'ont décrit de manière plutôt détaillée, hein, mais plus généralement, donc c'est un usage de produits psychoactifs en contexte sexuel. Alors là, des produits qui ne sont pas n'importe lesquels. Hein. Tu as cité Camille les catinones, mais et GHB, GBL. Dans d'autres contextes, ça va être la méthamphétamine associée au GHB, GBL. Le GHB étant quand même un dénominateur commun à la pratique du chemsex. Et puis, essentiellement en contexte LGBT, historiquement chez les personnes plutôt gays, les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, et une pratique qui se diffuse dans les communautés LGBT. C'est une catégorie en épidémiologie et je vais vous présenter un peu comment le chemsex se quantifie et quels sont les chiffres de la pratique du chemsex en France au travers de deux études, l'enquête ERAS, enquête rapport au sexe, et puis la cohorte ANRS Prévenir, dont j'imagine dans la salle beaucoup d'entre vous ont participé à cette cohorte Prévenir. Le chemsex, c'est pourtant pas seulement qu'une catégorie, mais c'est des profils variés, c'est des pratiques multiples. Et donc, aussi, l'idée est de vous montrer qu'une catégorie ne raconte pas tout et qu'au sein de cette catégorie, il y a des différences et que voilà, il est important de comprendre un peu les limites aussi de l'épidémiologie à décrire des phénomènes au travers de catégories très fermées. Donc je vais vous citer deux études qui nous permettent de comprendre le chemsex un peu différemment, des études plutôt en sciences sociales qui vont aller plus en détail dans la pratique et nous apporter des données qui permettent de nuancer un peu ce qu'est le chemsex. Voilà. Et puis, c'est tout ça, le chemsex, mais c'est surtout, dans la réalité, des réponses qui sont peu adaptées à cette pratique. Et ça, je pense que vous êtes tous témoins de ces défaillances qu'on peut avoir face à cette pratique nouvelle, ou pas si nouvelle que ça, mais en tout cas, devant laquelle on est plutôt assez désarmé. Et puis, j'en profite pour citer, parce que le chemsex, c'est aussi un numéro spécial de SWAPS. Voilà, ils ont fait un numéro européen sur le chemsex, auquel on a pour beaucoup contribué.
Donc, pour commencer, l'enquête ERAS est en enquête donc rapport au sexe qui a été coordonnée par Annie Velter à Santé publique France. C'est une enquête transversale qui est répétée, donc il y a plusieurs vagues d'enquêtes, des éditions à des années d'intervalle, qui est anonyme et qui est basée sur le volontariat. Le recrutement des personnes s'est fait essentiellement sur les supports digitaux, donc c'est une e-enquête via des sites, des applications de rencontres, des réseaux sociaux. Tout cela pour le détail un peu logistique de ce type d'enquête. C'est une enquête qui a un coût parce que mettre des annonces d'enquête sur les réseaux coûte énormément cher. Et donc voilà, ça c'est un peu c'est notre problème à nous, mais voilà, c'est pour dire que la recherche c'est compliqué au niveau aussi économique. Donc, cette enquête a consisté à inclure des hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes âgés de 18 ans et plus, avec une collecte de données basée sur un questionnaire auto-administré, donc en ligne. Donc, cette enquête a démarré en 2017, et puis il y a eu plusieurs éditions, 2019, 2020, 2021 et 2023. Les premières enquêtes décrivaient les pratiques sexuelles avec plusieurs questions et on a, pour essayer d'identifier qui étaient les personnes qui pratiquaient le chemsex, utilisé une question, celle qui nous semblait évidemment la plus fidèle à la pratique du chemsex. C'était lors du dernier rapport sexuel, en dehors de l'alcool, du cannabis ou du poppers, avez-vous pris au moins un produit psychoactif, donc essentiellement le GHB, amphétamine, les catinones, et la cocaïne est incluse aussi dans la construction de cette variable, donc de cette catégorie. Mais un des biais, c'est qu'on s'intéresse au dernier rapport sexuel. Donc, on a trouvé des chiffres plutôt bas, je vous montrerai après. Donc, pour essayer de mieux décrire et de mieux inclure les personnes qui n'auraient pas fait du chemsex au cours du dernier rapport sexuel, on a rajouté des questions en 2021 et 2023 pour essayer d'être plus inclusif et d'avoir une catégorie qui représentait plus l'ensemble des chemsexeurs. Donc, on a posé la question au cours des 6 derniers mois et la même question donc, pour essayer d'avoir des personnes qui ne pratiqueraient pas le chemsex à tous les rapports sexuels. Donc, quand on regarde les chiffres d'ERAS en 2000, donc là, c'est les différentes éditions de 2017 à 2023. En bleu, donc, vous avez la question au cours du dernier rapport sexuel. Et donc, on est à peu près de 5%, on est passé à 6%. Donc, plutôt, pour l'instant, une pratique assez stable depuis 2017. Et puis en 2021 et 2023, la question sur les 6 derniers mois, qui donc permet d'avoir un plus grand nombre de chemsexeurs, on est à 12% en 2021 et 13% en 2023. Et quand on regarde plus précisément l'enquête 2023, on voit que parmi les personnes qui ont déclaré avoir pratiqué le chemsex au cours des 6 derniers mois, 17% avaient pratiqué le slam, donc avaient injecté des produits. Non. Ah. Ok. Donc maintenant, pour essayer de caractériser cette population des personnes qui pratiquent le chemsex, on a comparé chemsexeurs versus non-chemsexeurs avec la variable qui s'intéressait aux 6 derniers mois. On voit que les chemsexeurs sont plus âgés, sont plus éduqués. Alors l'emploi il est un peu ambivalent parce qu'il y a 80, ils sont plus actifs, mais il y en a plus qui sont au chômage. Le reste étant probablement des étudiants ou ceux qui n'avaient pas répondu à cette question. Mais les chemsexeurs sont en situation financière plus problématique. Ils résident plus en milieu urbain et plus en Île-de-France. Et puis ils ont moins de chances d'avoir un partenaire masculin stable. Ok. Alors, en termes de mode de vie et de sexualité, bon, mais ça, je pense que vous connaissez les différences à ce niveau-là, mais donc c'est plutôt un public qui s'autodéfinit plus comme homosexuel, avec un réseau plus homosexuel. Ils fréquentent plus les lieux de convivialité gay, les applis de rencontre, les sex-parties, tout cela étant un peu comprise dans la définition du chemsex même. Plus de partenaires, et puis ils ont des pratiques plus hard.
En termes de santé mentale, donc ça c'est un point que je n'avais pas forcément mis en exergue, mais voilà, c'est un point qui est évidemment majeur. Donc j'ai rajouté ces données et je les ai faites un peu, je les ai rendues un peu plus visibles. Les chemsexeurs sont plus à risque d'avoir commis une tentative de suicide récemment ou au cours de leur vie. Et on présente des scores d'anxiété plus élevés que les non-chemsexeurs. Alors, des données très intéressantes sur le statut VIH et sur l'utilisation de la PrEP. Ce qu'on voit en 2017, donc là c'est la situation en 2017, c'est que le premier chiffre qui frappe, c'est que les chemsexeurs sont plus séropositifs. On a 25% de séropositifs VIH contre 7%, c'est la partie en jaune, chez les non-chemsexeurs. Mais on voit que chez les séronégatifs, il y a un pourcentage plus élevé de personnes qui utilisent la PrEP. Donc les chemsexeurs, pour 12%, utilisent la PrEP. Chez les non-chemsexeurs, c'est 2%. Quand on voit l'évolution, donc ça c'est l'intérêt d'avoir ces vagues d'enquête, on peut voir donc des évolutions. On a donc en 2017, on avait 12% de chemsexeurs séronégatifs qui utilisaient la PrEP. En 2019, 23%. Donc presque ça a doublé l'utilisation de la PrEP. Donc on voit vraiment que cette population adopte cet outil de prévention. Et quand on regarde, on observe l'évolution jusqu'en 2023, ce chiffre continue à augmenter. Donc on arrive à 44% en 2023 de chemsexeurs qui utilisent la PrEP, donc évidemment chez les séronégatifs. Alors, j'ai choisi de vous présenter une analyse toute récente qu'on a faite sur la cohorte Prévenir, qui permet de déconstruire un peu la catégorie non-chemsexeurs, parce que chez les non-chemsexeurs, il y a aussi des usagers de drogue. Et parfois, les personnes se définissent moins comme chemsexeurs ou vont peut-être répondre pas forcément à la question en contexte sexuel. Et donc, voir un peu, est-ce qu'il y a une différence entre usagers de drogue, non-usagers de drogue et chemsexeurs. Donc, on a comparé ces trois catégories pour voir si les usagers de drogue eux-mêmes étaient une catégorie peut-être aussi à risque que les chemsexeurs ou pas, ou en tout cas avaient besoin d'une réponse adaptée, puisqu'on oublie un peu cette catégorie aussi. On va s'intéresser aux chemsexeurs, mais on oublie les HSH qui consomment des produits et qui forcément ont des rapports sexuels aussi. Donc voilà, je trouve intéressant de répondre à cette question-là. Donc les données de la cohorte ANRS Prévenir m'ont permis de pouvoir répondre à cette question. Cette cohorte, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, c'est une cohorte qui a démarré en 2017 aussi, comme ERAS, qui a eu lieu donc, dans la région Île-de-France, qui a eu comme objectif principal donc, de distribuer la PrEP et d'étudier l'efficacité, l'observance, la sécurité de la PrEP en continu ou à la demande, parmi des HSH qui présentent des pratiques à risque. Donc en termes de collecte de données, on avait des questionnaires en ligne où on collectait des données sociodémographiques, psychologiques, comportementales. Et on avait également, ça c'est intéressant, d'avoir des données cliniques en termes de VIH, IST, observance à la PrEP, tolérance, etc. Donc voilà, ça c'est les données collectées. On a 3076 participants dans la cohorte. On a utilisé pour cette analyse les données jusqu'à 3 ans de suivi. Donc ça fait beaucoup de données parce qu'on a un suivi trimestriel. Et on a en vert, vous voyez les questionnaires qu'on a pu utiliser parce qu'on avait les données étaient complètes et les participants répondaient aux critères d'éligibilité. On a travaillé sur 2493 personnes, ce qui a amené à 19 375 observations puisque ces personnes-là avaient plusieurs suivis au cours des 3 ans. Donc avec cet ensemble de données, en tout cas avec ces questionnaires, on a construit 3 catégories. La catégorie des non-usagers de drogue, qui déclaraient aucun usage de drogue au cours des 3 derniers mois, ni de plan chemsex. Les UD, c'était donc les personnes qui présentaient un usage de drogue, sauf toujours à cannabis, alcool, poppers, au cours des 3 derniers mois, hors contexte sexuel. Et puis les chemsexeurs, on a utilisé la variable que je vous ai présentée précédemment, les personnes qui avaient déclaré
utiliser des drogues en contexte sexuel au cours du dernier rapport sexuel. Donc ça, c'est la limite, mais dans Prévenir, c'est comme ça qu'on avait construit ces questionnaires. Donc on n'est pas sur au cours des 6 derniers mois, mais donc on est plutôt discriminant en termes de... On a des profils chemsexeurs plus problématiques que si on avait utilisé une variable au cours des 6 derniers mois. Donc là, on voit l'évolution de ces 3 catégories au cours du temps. Donc on voit d'abord un taux d'attrition, un taux de perdu de vue qui augmente au cours du temps. Ça, c'est le lot de toutes les cohortes. On voit que la catégorie usage et drogue au départ est plus importante que la catégorie chemsex. Et puis au cours du temps, elle est moins importante. Donc les chemsexeurs sont plus nombreux à M36 que les UD. Et quand on compare, alors je vous ai présenté seulement la comparaison chemsex-UD, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais dans les analyses que j'ai proposées pour ces comparaisons, on a comparé en fait UD versus non-UD, parce que ça nous intéressait de savoir si les UD étaient plus à risque que les non-UD. Et on a comparé chemsex versus UD pour voir si les UD avaient des besoins spécifiques par rapport aux chemsexeurs. Donc, quand on compare chemsexeurs et usagers de drogue, on se rend compte que les chemsexeurs sont plus âgés, sont moins éduqués, sont plus déprimés, ont une consommation d'alcool plus basse. Donc, après, plein d'interprétations sont possibles, mais probablement en lien avec le GHB. Voilà, c'est un nombre de partenaires comparable. Donc, ça, c'était un résultat un peu étonnant. Voilà. Moins d'utilisation de préservatifs, ils utilisent plus souvent la PrEP et ont une meilleure observance, ont des pratiques de fisting et de BDSM plus importantes, et ils ont une satisfaction avec leur vie sexuelle comparable entre les 2 groupes, mais ils perçoivent plus de risques en termes sexuels. Donc, conclusion sur la catégorie chemsex. Chez les HSH qui pratiquent le chemsex, on a évidemment des prises de risques, mais aussi l'adoption d'outils de prévention comme la PrEP, mais aussi le dépistage fréquent des IST. Ça, je ne l'ai pas forcément montré, mais c'est des chiffres qui sortaient dans ERAS. Donc, si la PrEP est une opportunité pour les personnes séronégatives, les chemsexeurs notamment, pour pouvoir avoir une offre globale de prévention, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait des personnes séropositives qui pratiquent le chemsex parce qu'elles n'ont pas la même offre que les séronégatifs. Donc voilà, ça, c'est des points de vigilance que les données, en tout cas, nous apportent. Importance, évidemment, ce qui ressort, c'est la santé mentale et les fragilités psychosociales. Donc ça, je pense que ça va faire l'objet de discussions aujourd'hui issues des retours de terrain. Et puis, la dernière analyse sur la cohorte Prévenir, c'est qu'il ne faut pas oublier les usagers de drogue, les HSH qui consomment des produits, mais qui ne s'identifient pas comme chemsexeurs ou qui ne pratiquent pas le chemsex, parce qu'ils prennent des risques aussi. Et voilà, ils ne se reconnaissent pas comme usagers de drogue, ils ne se reconnaissent pas comme chemsexeurs, donc ils ne vont pas dans les carudes. Voilà. Donc c'est vraiment un public peut-être à prendre en compte également. Alors, les perspectives... donc, comme vous voyez, c'est important de catégoriser les publics pour pouvoir décrire, les quantifier et décrire un peu qui ils sont. Mais il faut être vigilant sur les limites de ces catégories, parce que parfois, elles ne disent pas exactement la vérité et elles ne permettent pas de montrer qu'il y a des pratiques diverses qui ont des besoins différents. Et puis, un autre point de vigilance sur les catégories, c'est que ça peut stigmatiser. Là, on voit quand on utilise la variable au cours du dernier rapport sexuel et qu'on parle de chemsexeurs, c'est plutôt des chemsexeurs qui vont pas bien ou qui sont problématiques. Et donc, si on met cette étiquette sur toute personne qui pratique le chemsex, on stigmatise forcément. Et voilà, donc attention aux approches un peu pathologisantes, surtout dans ces domaines-là. Donc pour ça, il est important de travailler avec les communautés pour être au plus près des réalités, pour voir ce que fait la catégorie à la communauté. Et puis, un autre levier pour nous, chercheurs, c'est de mobiliser les sciences sociales pour creuser un peu qu'est-ce que vraiment le chemsex, quels sont les parcours des personnes, les récits, les mots qu'elles vont utiliser pour décrire le chemsex. Et donc ça, c'est des questions qu'on s'est posées, auxquelles on a pu répondre grâce à plusieurs études. Donc une étude qui est terminée, je l'ai mise dans les perspectives, mais c'est plutôt pour nous amener à penser ça dans le futur,
la diversité des profils de chemsexeurs. Christelle Protière donc, a conduit l'enquête PAX qui consistait à comprendre les rapports au chemsex, et elle montre qu'il y a plusieurs rapports au chemsex qui vont de l'hédoniste à la personne qui vit son chemsex comme une destruction, une autodestruction. Le projet Picture qui est en cours d'analyse, donc le terrain est terminé, peut-être que vous en avez entendu parler ou que vous y avez participé, un projet porté par Marie Dos Santos en sociologie qui a visé à donner des appareils, enfin pas seulement mais en partie, entre autres, à donner des appareils photo aux personnes qui pratiquent le chemsex pour décrire leur pratique au travers d'images et de récits. Et donc les résultats, bon, je vous livrerai pas de résultats maintenant, mais c'est très intéressant. Et ça permet de voir le chemsex un peu différemment. Donc voilà, prochainement, vous aurez une restitution des résultats de cette étude. Je vous fais juste un petit teasing. Voilà. Et puis, pour finir, on a déposé avec le groupe de la C46, le groupe chemsex de la C46 de la NRS, un projet de e-cohorte sur le chemsex. Donc pour l'instant, on n'a pas de résultat, on ne sait pas si cette cohorte sera financée, mais l'idée, c'est de comprendre quels sont les facteurs psychosociaux, les facteurs structurels, sociétaux, qui font que des personnes passent d'une pratique occasionnelle ou qui ne pose pas de problème à une pratique problématique. Et donc, on espère que grâce à cette cohorte qui devrait suivre les personnes pendant plus de 3 ans, on pourra décrire quels sont les facteurs majeurs, et pas seulement des facteurs individuels, mais aussi des facteurs de vie, des facteurs liés à ce que la société renvoie aux personnes HSH. Et voilà, donc on espère avoir un résultat positif sur cette cohorte, et on vous en informera très prochainement. Voilà, et je vous remercie pour votre attention. Vous aurez plein de questions à poser à Perrine par la suite. Et je te remercie 1000 fois pour tous ces éclairages. On entend en permanence tout et n'importe quoi sur le chemsex, et à chaque fait divers et à chaque mouvement de CNews et des chaînes d'infos. Et c'était bien de faire le point sur ce que dit la recherche. Merci Perrine. C'est à nous, effectivement. Mais je vous en prie. Maintenant, on va vous présenter le projet ARPA Chemsex avant de passer aux présentations des actions innovantes par les sites pilotes. Je te laisse commencer sur la genèse du projet. On va essayer d'aller très très vite. La première slide, c'est l'équipe, l'équipe très réduite, très restreinte. David Michel avec un cœur. Avec un chat, il a fallu vraiment chercher une photo où il ait l'air aimable. Et heureusement, j'ai trouvé avec un chaton, et c'était pas gagné. Marine Gobert, qui n'est pas là aujourd'hui pour des raisons de santé, et elle nous manque énormément. Prise en photo à Bruxelles dans un sex shop BDSM, ce qui est tout à fait son habitude quand on connaît Marine. Jonathan qui mange une gaufre, là en revanche rien n'a changé. Joseph, habillé en entraîneur hippique. Je t'embrasse, Joseph. Je sais que tu me remercies pour cette photo. Et moi, merci aux équipes de Lyon de m'avoir déguisé systématiquement à chaque fois que je venais. On va essayer de faire très très rapidement. C'est simplement pour vous essayer de repositionner ou de contextualiser pourquoi est-ce que Aide est la Fédé et pourquoi est-ce qu'on est allé sur ARPA. Ouais. Et pourquoi est-ce qu'on est allé sur ARPA. Les constats depuis 10 ans, 10, 13 ans même, ici dans la salle on pourrait en parler avec certains ou certaines d'entre vous avec qui effectivement ça fait 10 ou 13 ans, Muriel, sur lesquels on a vu arriver les premiers groupes à l'époque, on ne les appelait pas forcément chemsexeurs, mais où on a vu arriver des premiers groupes de personnes bizarrement dans certaines grandes villes, très peu de gens co-affectés VIH et VHC, avec des pratiques d'injection en contexte sexuel, et puis avec des produits dont on n'avait jamais entendu parler, qui étaient la 4 mecs, la 3 mecs. Et on se disait, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Parce que ça faisait 20 ans qu'on était dans la RDR pour certains, ou dans la dictologie, et on n'avait jamais entendu parler. On s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? Il faut aller regarder ça plus précisément. C'est ce qui avait déclenché la première étude en France, qui était l'étude SLAM menée par Aide justement sur ces pratiques. Alors les constats depuis 10 ans,
Nouvelles pratiques sexuelles ritualisées, je parle bien de pratiques sexuelles. Le chemsex, on arrête, c'est pas de l'usage de drogue, on arrête d'écouter la presse. Ce n'est pas que de l'usage de drogue, c'est considéré aujourd'hui dans nos communautés et par nos communautés comme étant une pratique sexuelle à part entière. C'est-à-dire qu'on va sur Grindr pour chercher quelqu'un qui fait du chemsex, comme on irait chercher quelqu'un qui va faire du BDSM. Donc c'est devenu maintenant une pratique sexuelle à part entière, très largement répandue. Alors, usage de produits systématiques, là vous l'avez vu, hein, on ne fait pas de chemsex avec de l'alcool, on ne fait pas de chemsex sans produits psychoactifs. Perrine est revenu dessus, donc je ne vais pas m'étendre. De nouveau, au fur et à mesure des années, on a vu une apparition de nouveaux besoins, multiples et très divers. Des besoins en santé sexuelle. Je parle bien de santé sexuelle et pas de prévention sexuelle, parce que il serait temps dans ce pays qu'on commence à travailler à la santé sexuelle et qu'on ne réduise pas systématiquement les questions de santé sexuelle à la prévention VIH ou aux IST chez les gays, parce qu'il y a aussi de vrais besoins aujourd'hui en santé sexuelle. Des besoins en réduction des risques et surtout des innovations en termes de réduction des risques avec l'apparition de ces nouveaux produits, de ces modes de consommation, de cette généralisation de modes de consommation chez des primo-injecteurs, par exemple, hein, puisque ça existe, l'injection d'héroïne ou d'opiacés ou de cocaïne existait déjà depuis très longtemps et c'était très largement documenté chez les UD, beaucoup moins chez des gays et beaucoup moins chez des primo, et avec l'apparition de primo-injecteurs ou primo-consommateurs de drogue. Alors, bien sûr, dans les consommations de nouveaux produits, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ces nouveaux produits? Quels sont les effets attendus, les effets recherchés, mais aussi les effets délétères? Les nouveaux modes de consommation, hein, l'injection, les nouveaux contextes de consommation, puisque là, on ne va pas s'injecter. On le sait tous, on a travaillé pour certains d'entre nous sur les salles de consommation et sur l'intérêt des salles de consommation. On sait très bien qu'à partir du moment où un usager est dans un contexte stérile, apaisé, serein, calme, qui assure une certaine sécurité, on va réduire les risques et on va réduire les risques de transmission, les risques d'overdose, on va réduire les risques et les dommages de manière générale. Là, on se retrouve en partouze, parfois sur des sessions qui durent plusieurs heures, plusieurs jours. Ce n'est pas extrêmement simple d'avoir une très très bonne réduction des risques sur 24 heures ou 48 heures. Donc, ce sont des enjeux qu'il nous faut considérer et nous adapter surtout. Et surtout avec des usagers qui ont des comportements sexuels qui sont modifiés volontairement par la prise de substances, voire potentiellement altérés. Les nouveaux enjeux, identifier les publics, c'est qui? C'est chemsexeurs. Parce qu'entre ceux du tout début, où on se disait, on avait eu l'impression il y a 10 ans, que d'un seul coup, on avait eu un coup de génie et qu'on s'était rendu compte que c'était que des mecs de 45 ans qui étaient tous séropositifs au VIH. On en est revenu depuis, puisque aujourd'hui, on voit bien que, et Perrine en a parlé aussi, nous n'avons pas que des mecs de 45 ans séropositifs au VIH, mais le public s'est très largement étendu. Identifier les risques spécifiques aux pratiques, en comprendre les motivations, pourquoi certains y vont, pourquoi d'autres n'iront pas, pourquoi certains vont avoir une consommation contrôlée, pourquoi d'autres vont plonger. Ça fait partie des enjeux quand même. Et puis surtout adapter. Je pense que le chemsex, ça a été une chance. On en parle toujours de manière dramatique. Je pense aussi que ça a été une chance pour nous, acteurs de la prévention et de la réduction des risques, une vraie chance pour innover et faire évoluer notre discours de prévention et notre discours de réduction des risques. Et bien sûr, tout ce qui a pu être fait du côté de AIDE et de la FEDE a été fait à partir des besoins et des constats exprimés par les chemsexeurs et pas dans le... C'est pas Jonathan tout seul, hein? Non, parce que sinon tu n'aurais parlé que des bonbons Haribo. Voilà, donc donc les constats, nouvelles pratiques professionnelles, donc permettre l'appropriation et la diffusion de ces nouvelles pratiques, accueillir ces publics spécifiques qui n'étaient pas, pour ainsi dire, des gens qui fréquentaient les CARUD et les structures de RDR telles qu'on les connaissait. En fait, il y a un truc que je te répète souvent dans mes interventions, c'est qu'on a eu pendant des années
les gays, on les envoyait vers des lieux d'accueil de aide, parce que naturellement, dans les lieux d'accueil de aide, on avait l'habitude d'accueillir des gays et de parler de sexualité et de distribuer des capotes. Et puis les usagers de drogue, on les envoyait dans les carudes. Et puis dans les carudes, on ne parlait pas de cul. Et puis dans les lieux d'accueil de aide, on ne parlait pas de drogue. Le chemsex est venu mettre un grand coup de pied dans toute cette histoire, où d'un seul coup, il a fallu intégrer les deux problématiques pour ces publics. Voilà. Et après le constat, le contexte de Covid-19. Alors, ce n'est pas l'épidémie de Covid qui est problématique en elle-même, même si elle l'est à bien d'autres égards. Le problème, c'est bien évidemment les restrictions, et les restrictions de sortie, l'enfermement, l'isolement sur des publics particulièrement vulnérables et vivant potentiellement seuls, et avec une explosion de primo-consommateurs, ou en tout cas une modification dans les pratiques. C'est toujours un... Deux structures partenaires implantées sur l'ensemble du territoire, donc ARPA, c'est un projet national, la Fédé et Aide, des partenariats qui existaient déjà, donc c'est pas né parce que d'un seul coup, Jonathan et moi étaient allés un soir en boîte et qu'on s'est dit tiens, si on faisait un truc, non, ça existait déjà. Je pense à mes camarades de Bordeaux qui travaillaient déjà ensemble depuis très très longtemps, et ça nous a beaucoup inspiré pour monter ARPA. C'était le cas d'autres villes. Donc voilà. Et puis le bénéfice d'une offre pluridisciplinaire avec une nécessité, même si je l'ai évoqué précédemment, une nécessité de former aux questions de minorité de genre et de sexualité associées, ou de pratiques sexuelles associées à ces groupes. Parler de sexualité, même en addictologie, ça continue à être extrêmement compliqué. On le voit avec les gens qu'on peut recevoir et avec nos clients, patients, on les appellera comme on veut, et qui ont un mal fou à pouvoir parler de leur sexualité à leur médecin VIH, ou même à leur médecin généraliste, ou même à leurs copains. Donc on voit l'importance aujourd'hui de la nécessité de formation professionnelle. La nécessité d'identifier des acteurs sur l'ensemble du territoire, en sachant aujourd'hui quelles sont les difficultés entre les déserts médicaux, l'inégalité d'offres en fonction des régions, la nécessité de formaliser et de travailler en réseau et de s'organiser, parce qu'on ne peut pas tout faire, à moins que vous ayez beaucoup de chance et que vous soyez une structure qui ait tellement d'argent que vous pouvez avoir des médecins, des épidémios, un infectio, un psychiatre, un sexo, etc. Tout ça avec des acteurs en santé communautaire sur le même site, c'est quand même assez rare. Donc du coup, l'impérieuse nécessité de s'organiser en réseau. Et puis surtout, le développement ARPA, c'est l'offre pluridisciplinaire qui repose sur 3 piliers essentiels. Le premier, c'est les besoins en santé sexuelle, dont la prévention sexuelle. Le second, c'est la réduction des risques drogue. Et le troisième, qui est l'orientation vers les soins et l'autosupport communautaire, parce qu'il n'y a pas d'orientation. Aujourd'hui, quand on écoute la télé, et quand on écoute les responsables politiques, ou même certains journalistes, il suffirait, dès qu'on rencontre un chemsexeur, de lui dire « tu vas aller voir un addictologue » et le lendemain matin, il ne prendra plus de drogue. Il y a des addictos dans la salle. Je pense que voilà, les addictos ne sont pas magiciens, à part Muriel peut-être parfois, mais il faudrait essayer avec le chapeau de Merlin tout à l'heure. Mais bon, donc voilà, donc l'orientation vers les soins, et ça c'est une demande des usagers, et ça c'est quelque chose qu'on a constaté nous dès le début, où finalement notre offre en prévention, notre offre en santé sexuelle et l'offre en RDR étaient insuffisantes, et que les besoins des usagers, les besoins exprimés ont été tout de suite de est-ce que vous pouvez m'orienter vers un groupe d'autosupport? Est-ce que vous pouvez m'orienter vers un soignant en santé mentale, un psy, un sexo? Parce que j'ai jamais pu parler et j'en ai absolument besoin aujourd'hui. Et là, c'est à toi. Eh ben, du coup, maintenant, pour vous présenter le projet dans sa méthodologie et sa chronologie, donc c'est le projet ARPA Chemsex, accompagnement en réseau pluridisciplinaire amélioré Chemsex, qui a été accepté sur le fonds de lutte contre les addictions, donc financé par la CNAM, la DGS, la MILDEC, il y a maintenant 3 ans, en décembre 2021. Et donc, il prend son terme le mois prochain, en décembre 2024. Et il rentre dans les orientations des politiques publiques, à savoir le plan MILDEC 2018-2022 et également la feuille de route de la DGS santé sexuelle de 2021-2024.
Notre objectif principal dans ce projet, ça a vraiment été notre boussole durant ces 3 ans, c'était de vouloir améliorer à l'échelle territoriale l'offre pluridisciplinaire à destination des chemsexeurs, autant en termes de santé sexuelle et prévention sexuelle, et autant en termes de réduction des risques de drogue, tout en développant l'autosupport communautaire et la prise en charge des addictions. Donc on voulait vraiment quelque chose du global, du parcours de la personne pour prendre en compte l'ensemble de ses besoins. Et à ce titre, pour remplir cet objectif principal, nous nous sommes fixés 3 objectifs spécifiques. Le premier étant de modéliser des parcours de prise en charge, et ça c'est avec les actions innovantes des sites pilotes. On peut voir qu'il y a donc différents parcours en fonction des besoins des personnes qui puissent être pluridisciplinaires, spécifiques et adaptés du coup à leurs besoins. Également, notre second objectif spécifique était de vouloir outiller les professionnels avec des outils concrets, notamment le guide qu'on vous présentera en fin de journée et que vous avez déjà pu recevoir à votre inscription, outiller les professionnels et développer leurs compétences autour de la thématique du chemsex et tout secteur confondu, que ce soit autour de l'addicto, du communautaire, premier recours, santé mentale, etc. Et enfin, on voulait œuvrer à proposer une offre réelle en intervention brève et ce pour faciliter le parcours, l'orientation des personnes et qu'elles puissent être le mieux accueillies dans les structures. Donc, pour remplir ces objectifs, nous avons eu la chance de travailler avec 6 sites pilotes qui vous auront été présentés tout à l'heure par nos présidentes en introduction. Donc, dans 6 villes de France, à Paris, Aix-Marseille, Bordeaux, puis ensuite Lyon, Montpellier, Lille. Ce sont des sites pilotes. Donc, chaque site pilote est un binôme addicto-communautaire. Par exemple, au hasard, on a donc le lieu de mobilisation de aide en tant que communautaire, le CUD Addiction en tant qu'addicto. Et également, ce qu'on souhaitait, c'est que toutes ces structures elles puissent travailler en réseau en tant qu'offre pluridisciplinaire et donc proposer une offre globale avec les associations communautaires, médecins généralistes, les acteurs en santé sexuelle, en santé mentale, services hospitaliers, etc., etc. En fait, on voulait vraiment que tout le monde puisse travailler ensemble avec les moyens qui étaient disponibles pour le bénéfice et au bénéfice des chemsexeurs. Et cette pluridisciplinarité, on l'a retrouvée dans notre comité de pilotage qui était donc composé de AIDE et de la FEDE, des pouvoirs publics, DGS, MILDK et ARS concernés, et également des associations et organisations nationales comme le réseau de santé sexuelle publique, Santé publique France, le RESPAD, etc. Et également des professionnels experts du sujet. Et ce copil, comme tout copil dans un projet, permettait de valider et d'orienter nos décisions au cours du projet et de pouvoir l'orienter au mieux. Pour finir maintenant, pour vous présenter le calendrier du projet de manière très synthétique, parce que le plus intéressant dans la présentation sera ce que vont présenter les sites pilotes dans quelques minutes. En première année, nous avons donc recruté déjà notre organisme évaluateur Planète Publique qui vont pouvoir présenter les résultats de l'évaluation du projet. Et également, nous avons décidé de vouloir faire un guidelines et donc un état des lieux des chemsexeurs pour pouvoir au mieux proposer des réponses par les sites pilotes. Et ce guideline s'est construit donc à partir des besoins des chemsexeurs avec les sites pilotes, donc les 3 premiers sites pilotes qui étaient Paris, Aix-Marseille et Bordeaux, et également les membres du COPIL et d'autres personnes. Nous avons donc accompagné les sites pilotes durant cette première année de projet et nous avons diffusé des outils de prévention. Par la suite, sur cette seconde année en 2023, nous avons continué le suivi et l'accompagnement en recrutant en fin d'année 22 et en début d'année 23 les 3 nouveaux sites, donc Lyon, Montpellier et Lille, qui allaient rentrer dans le cadre du projet ARPA. Et également, nous avons en fin d'année 2023 organisé un séminaire de retour d'échange et d'échange de pratiques pour justement pouvoir faire un point d'état d'avancement sur qui avait fait quoi et aussi se dire comment se projeter jusqu'à la fin du projet ARPA et que les sites pilotes puissent au mieux échanger entre eux. Et également, nous avons créé un outil de communication Chemsex Club qui sont des affiches qui permettent de recenser l'offre à destination des chemsexeurs des sites pilotes, que ce soit dans le cadre du projet ARPA, mais aussi de manière générale ce qu'ils proposent, même hors cadre du projet ARPA.
Et enfin, pour cette dernière année, donc outre cette journée nationale qui a lieu aujourd'hui, nous avons organisé 2 formations auprès des sites pilotes sur l'entretien motivationnel et PSSM, donc les premiers secours en santé mentale. Et nous avons réalisé le guide que vous avez en main sur aller vers les chemsexers qu'on vous présentera en fin de journée. Je ne vais pas revenir sur la plus-value du projet parce que Fred en a déjà parlé, sur la volonté de travailler sur le repérage précoce et l'intervention brève, de proposer une offre pluridisciplinaire à destination donc là, des professionnels, d'améliorer la santé globale et la qualité de vie des chemsexers et lutter contre la discrimination et la stigmatisation qui sont vraiment des points importants pour l'offre d'accompagnement des chemsexers et qui a été un des bénéfices du projet, mais ça c'est ce que nous on voit avec Fred et Planète Publique lors de la présentation des résultats, ils iront beaucoup plus loin sur les résultats du projet. Et également, ce projet, il permettait à la fois d'acculturer et de développer les connaissances et compétences des professionnels sur le chemsex et de les mettre en réseau et de favoriser la coordination. Donc voilà, pour cette rapide présentation, là on peut vous proposer une vidéo de réduction des risques. Donc, on vous laisse lire la vidéo. On va vous présenter plusieurs vidéos au cours de la journée, qui sont des vidéos qui ont été réalisées dans le cadre du projet ARPA Chemsex et qui sont destinées aux chemsexers. C'est-à-dire que ça, c'est une journée pour les professionnels aujourd'hui, et certains, on pourrait éprouver une certaine frustration au fait qu'on ne fasse pas des journées d'information pour les chemsexers. Déjà, je ne suis pas certain que le format leur convienne parfaitement et qu'ils aient envie de venir à 200 dans une salle pour écouter des discours toute la journée. Venir à 200 dans une salle pour ne pas écouter de discours, ce ne serait pas étonnant. Mais pour des discours, j'ai plus de mal. Donc du coup, on va aussi vous présenter, et les sites pilotes vont vous parler après des actions qu'ils ont pu décliner. Et tout au long de la journée, on va vous montrer quelques vidéos qui ont été réalisées et que vous pourrez télécharger, visionner sur la page aide.org/chemsex ou sur le site de la Fédération Addiction. Donc voilà la première. Plan planant, plan CUMS, sex party. Cette vidéo est un outil de réduction des risques de transmission à VIH et hépatite C et aux dommages dus à de mauvaises pratiques de consommation. Commence par préparer le lieu où tu vas faire le plan. Dégraisse les surfaces avec un produit ménager et nettoie-les avec un produit désinfectant. Tu peux aussi poser tout ton matériel sur un papier. Prévois une poubelle pour jeter le matos usagé. Prépare ton matériel de consommation stérile et à usage unique pour le plan. Assure-toi qu'il y ait du matériel à disposition et en quantité suffisante pour tous les participants. Pour consommer des produits à moindre risque, c'est très important de connaître les effets recherchés, attendus et les dosages. En début de session, fais toujours un petit test de dose allergique, c'est-à-dire consommer une très petite dose des produits afin d'en connaître les effets. Pense à prévoir une feuille de consommation où vous pourrez noter tous les produits consommés, à quelle heure et en quelle quantité. En cas de plan long, aménage des périodes de repos toutes les 4 heures. Ces temps de repos sans produit permettent de s'alimenter et de s'hydrater en buvant de l'eau. Tu veux sniffer de la 3, de la coke ou n'importe quel autre produit, respecte ton nez, écrase bien le produit si tu ne veux pas provoquer des saignements et des douleurs. Pendant les sessions, rince régulièrement tes narines ou après chaque sniff au sérum physiologique ou avec de l'eau tiède. Très très important, afin d'éviter les infections, utilise une paille à usage unique qu'on appelle aussi roule ta paille et jette-la après usage. Ne les partage surtout pas avec d'autres personnes et s'il te plaît, arrête d'utiliser les billets de banque. Tu fumes de la tina, tu consommes du cristal meth. Dans la mesure du possible, utilise ta propre pipe. Si vous partagez votre pipe à plusieurs, vous pouvez trouver des pipes avec des embouts interchangeables dans les associations de réduction des risques. Le cristal est un super stimulant très puissant. Connais tes limites. Plug anal, fais attention au dosage. Les CUMS consommés par voie anale ont un effet très intense. Ne te fais pas surprendre. Fais ton booty pump en diluant ton prod avec de l'eau stérile dans une seringue sans aiguille. Là encore, utilise une seringue à usage unique et surtout ne la partage pas. Évite de mettre directement le produit sur la muqueuse anale. Cela peut fragiliser, brûler la muqueuse et favoriser le passage des infections. Tu aimes planer? Tu aimes sauter au parachute? Si tu veux ingérer le produit sous forme d'un para,
Souviens-toi que l'effet peut être plus fort qu'en fumant ou en sniffant, donc respecte bien le dosage et la fréquence des prises. Si tu consommes du GHB ou du GBL, fais très attention au dosage. Les intoxications par surdose pouvant entraîner des comas et parfois la mort sont très fréquentes. Ne mélange jamais le GHB ou le GBL avec de l'alcool, des opiacés ou des benzodiazépines. Comme avec tous les autres produits psychoactifs, il est déconseillé de consommer du GHB seul. Dose bien ton produit en utilisant un doseur à GHB, ou GBL, ou une seringue graduée. Avec le GHB, il est important de respecter les dosages, mais aussi le temps entre chaque prise. Pour toute information sur les dosages, n'hésite pas à te rapprocher de l'association AIDE ou d'un site de réduction des risques. Espace bien les prises en respectant un délai d'au moins 2 heures entre chaque prise et en fonction des quantités consommées. Utilise la feuille de conso pour que tout le monde se rappelle de l'heure de la dernière prise et des quantités consommées.